Sur cette plage sortie de l'écume est née Aphrodite. Mais Chypre, île de l'amour, sera-t-elle jamais une terre paisible? Peu de pays au monde ont été l'objet d'autant de convoitises que cette île larguée au large de la Turquie, théâtre sanglant qui porte l'empreinte d'innombrables conquérants. Toutes les civilisations de l'histoire humaine se sont donné rendez-vous sur cette terre brûlante. À l'ombre des cathédrales transformées en mosquées et des forteresses avec leurs églises orthodoxes, deux peuples, deux communautés aujourd'hui se font face, les Grecs et les Turcs. Plus de 500 000 Grecs, moins de 100 000 Turcs. Ensemble, ils sont censés constituer la nation chypriote. Mais indépendants depuis 2 ans à peine, ils n'ont pas encore très bien réalisé la signification de l'aventure nouvelle. Le 1er avril 1955, une série de bombes explosait aux 4 coins de l'île. C'était le début de la lutte des Grecs contre l'occupant anglais. Pendant 4 ans, une poignée de jeunes gens qui, sous la direction du général Grivas, constituaient les Oka, allaient tenir tête à plus de 30 000 soldats de Sa Majesté britannique. Pendant 4 ans, les rues de Nicosie, la capitale, aujourd'hui gentiment animée, allaient être le lieu d'attentats et d'embuscades. Les Grecs de Chypre voulaient l'énosis, c'est-à-dire l'union avec la Grèce. Ils n'ont eu droit qu'à l'indépendance pure et simple. Entre-temps, les Turcs, poussés par les Anglais, s'étaient mis à formuler des exigences. Mais existe-t-il une recette pour fondre dans un même creuset 2 communautés aussi étrangères? Pour l'heure, dans leur café, les Turcs continuent à pendre les portraits des héros de la Turquie, Atatürk en tête. Cependant, les Grecs continuent à peindre sur les murs l'expression de leur nationalisme. L'énosis est rien que l'énosis. Des ombres d'autant plus inquiétantes qu'elles sont floues pèsent sur l'île d'Aphrodite. Le spectacle quotidien des hommes qui, sur les chaises des cafés, passent de longues heures à lire les journaux, à jouer aux cartes, à bavarder ou tout simplement à ne rien faire, ce spectacle peut être rassurant. Mais à le contempler, on oublie que des armes en grande quantité sont cachées, que des hommes sont mystérieusement tués, que la police n'est pas sûre, que chacun espionne chacun, que le drame est latent, qui soudain pourrait faire éruption. Mais le meilleur tranquillisant de Chypre aujourd'hui, c'est encore son président. Cet homme tout à la fois critiqué et admiré, qui a installé ses bureaux dans l'ex-résidence du gouverneur britannique, sa béatitude, l'archevêque Makarios. Votre béatitude, êtes-vous satisfait de l'état actuel des relations entre les 2 communautés cypriotes? Les relations entre les Grecs et les Turcs de Chypre sont bonnes. Le rôle de quelques éléments extrémistes dans les 2 communautés est pernicieux, mais je suis sûr que petit à petit ces relations s'amélioreront. Êtes-vous disposé, votre béatitude, à satisfaire tous ceux qui réclament un référendum d'autodétermination? D'après la Charte des Nations Unies, l'application du principe d'autodétermination doit être universelle. Le sentiment de l'énosis est-il encore très fort dans la communauté grecque? La renonciation à l'énosis pour permettre la conclusion d'un accord n'a pas affaibli ce sentiment. Peut-on dire qu'il existe aujourd'hui, 2 ans après l'indépendance, un sentiment national cypriote? Je ne saurais l'affirmer. Chypre est devenue un nouvel État, mais non pas une nouvelle nation. Votre béatitude, les activités des éléments extrémistes des 2 communautés grecques et turques vous inquiètent-elles? Ces extrémistes sont très peu nombreux et bien contrôlés. Ils n'ont pas les moyens d'être vraiment dangereux. Êtes-vous satisfait du rythme de développement dans l'économie cypriote? Le soin de ce développement n'est pas aisé, surtout dans la première étape. Mais un bon début a été fait et j'ai confiance que des progrès satisfaisants seront accomplis.
Pouvons-nous dire qu'en politique étrangère, Chypre appartient au club des nations neutralistes? Je puis dire oui, en ce sens que Chypre suit une politique étrangère indépendante. Elle n'est liée à rien, sinon à des principes. Nous avons, Monsieur le Vice-président, l'impression en Europe que l'entente entre les deux communautés de Chypre, entre la communauté grecque et la communauté turque, a de la peine à se faire. Est-ce exact? Le rapport entre deux communautés, ce n'est pas si mauvais. Bien sûr, nous avons quelques difficultés, mais le rapport entre deux communautés de jour en jour s'améliore. Je suis très content. Seulement, à côté des Grecs, malheureusement, il y a beaucoup des extrémistes. C'est eux qui l'empêchent, l'amitié de deux communautés, mais la majorité des Grecs et des Turcs sont d'accord qu'il faut établir une amitié à Chypre. Et la question d'entente de deux communautés, maintenant, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il existe ici à Chypre un sentiment national cypriote? À mon avis, il n'existe pas. Le sentiment qu'il existe, c'est un sentiment national grec ou un sentiment national turc, mais surtout un sentiment national grec. Vous êtes vous-même grec. Est-ce que la communauté grecque a renoncé à l'énosis, à l'union avec la Grèce? Non. L'énosis, c'est une idée. Et les idées ne meurent jamais. Non, les Grecs de Chypre n'ont pas renoncé à l'union avec la Grèce. Mais dans leur coin, les Turcs affirment « Si les Grecs obtiennent l'énosis, nous réclamerons la partition du pays ». Ce pays tant disputé et au sort incertain, quel est-il? Au-delà des tensions politiques, quelle est donc la réalité de tous les jours? Troupeaux de chèvres et de moutons, citrons et oranges, vins capiteux et lourds aux noms prestigieux, champs de blé, fruits et légumes, Chypre avait auprès des anciens et des conquérants du Moyen-Âge la réputation d'être une terre fertile. Mais qu'y a-t-il de nos jours de plus fragile qu'une économie basée sur l'agriculture? Dans les villages turcs comme dans les villages grecs, les méthodes de culture et d'exploitation sont restées sommaires. Dans ces campagnes où la majeure partie de la population est illettrée et où l'emprise de la hiérarchie est si forte que même les communistes vont à l'église le dimanche un foulard rouge autour du cou, dans ces plaines et ces collines, l'existence est dure, la pitance est maigre. On n'achète du sucre que 2 fois par an, à Noël et à Pâques, et les ambitions gastronomiques s'arrêtent à l'agneau pascal. Face aux difficultés économiques, la logique voudrait que Grecs et Turcs unissent leurs efforts, mais l'esprit sectaire corrompt tout. Boire et donner à boire, c'est le problème. Quand à 6 heures du matin, le soleil est déjà impitoyable, quand à midi, toute vie sous la chaleur devient impossible, quand les espaces sont dénudés, la moindre goutte d'eau prend une valeur inestimable. Chypre a soif, terriblement soif. Pourtant, l'hiver, les originaux peuvent s'adonner aux joies du ski sur les montagnes, mais cette eau se perd et avant de songer au moindre développement, les Cypriotes doivent construire des canaux d'irrigation, des barrages. Pourquoi ne réussiraient-ils pas dans leur aquatique recherche? De partout, les crédits affluent. Il n'y a pas de pays au monde qui soit aujourd'hui davantage choyé par les puissances occidentales. L'île, cependant, reste fidèle à son nom, car Chypre, cela veut dire cuivre. Depuis les très anciens temps, les hommes extraient du sous-sol cypriote les minerais bénéfiques, le cuivre, le soufre, l'amiante.
Seulement c'est une compagnie américaine qui aujourd'hui exploite les principales mines et certains s'interrogent sur l'intérêt qu'a le jeune État de laisser à d'autres le privilège d'utiliser ses ressources. Mais le meilleur espoir de Chypre d'accéder à une certaine prospérité, c'est encore l'industrie. Des hauts fourneaux ont beau ici et là tracer un trait vertical sur l'horizon, des fabriques ont beau apparaître parfois au détour d'un chemin, l'essentiel reste à faire. L'Anglais, pas une minute, n'avait songé à développer l'économie du pays. Il occupait l'île et il se contentait d'y déverser les produits fabriqués dans les brouillards londoniens. Cependant, l'Anglais si décrié a laissé une marque quasi indélébile sur Chypre. Dans les rues de Nicosie, entre ses maisons modernes et ses magasins de luxe qui ne doivent rien à la Grèce ou à la Turquie, on ne cesse de respirer un petit air britannique. C'est l'anglais qui le plus souvent sert de langue véhiculaire entre les deux communautés. Les boîtes aux lettres portent le R royal, la monnaie du pays est la livre et sur les billets de banque se découpe le profil d'Élisabeth II. Les cottages des militaires basés dans l'île recréent le décor typique d'une petite ville des Midlands. Au fond, les Anglais n'ont jamais quitté Chypre et Chypre n'est pas près d'effacer les traces de leur règne. Le plus admirable est que les haines nées durant les années de combat sont oubliées. Et dans les bases qui leur sont restées, les forces de Sa Majesté ont repris le train-train quotidien. Pour Chypre, cette présence militaire n'est pas inintéressante puisqu'elle vaut à l'économie de l'île un apport substantiel en monnaie britannique et nombreux sont les Cypriotes qui trouvent dans les bases le travail qu'ailleurs on leur refuse. Aussi bien les communistes sont-ils les seuls à réclamer le départ de l'armée anglaise. Reste à savoir si celle-ci est décidée à rester encore longtemps dans ses camps qu'elle a âprement exigé. À l'as des fusées, les bases perdent singulièrement de leur importance. Il y a des degrés dans le sous-développement comme il y en a dans l'affluence. Par rapport à un pays comme l'Inde, Chypre fait figure de paradis terrestre. Il n'empêche que le contraste est grand entre les villas de luxe et les bidonvilles des banlieues, entre la vie que peuvent mener certains potentats locaux et l'existence végétative que connaissent des milliers de familles sans espoir, sans travail. La voici la grande plaie de Chypre, le chômage ou plutôt le sous-emploi. La question alors se pose. En raison de ce sous-emploi qui chaque mois pousse des milliers d'habitants à émigrer, en raison de ce chômage, Chypre est-il un État viable? Ça, j'accepte que maintenant nous avons beaucoup de difficultés. Surtout, Chypre, c'est une île d'agriculture. Il y a 6 ans, nous n'avons pas assez de pluie. Les paysans sont en détresse. À côté de ça, les ouvriers aussi, ils n'ont pas assez de travail. Mais j'espère que cette année, nous avons un plan pour 5 années et nous allons dépenser chacun 5 millions de livres. Et j'espère que nous avons commencé notre projet cette année-ci pour les routes, le pont, les barrages, en même temps pour les coopératives, c'est-à-dire pour aider les paysans, et nous pourrons surmonter nos difficultés. Monsieur le vice-président, le parti AKEL, le parti communiste, paraît fort bien organisé. Est-ce à dire qu'il y a un danger communiste pour Chypre? À mon avis, oui, parce que vraiment à Chypre, le parti communiste, parti AKEL, bien organisé, et c'est un ancien parti établi, je crois que 1930, depuis ce temps, toujours travaille très bien, ses membres de jour en jour augmentent. Et si nous ne pourrons pas trouver les moyens de prospérité de l'île, le danger des communistes va augmenter. Et je ne veux pas dire maintenant, mais dans l'avenir, c'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour nous, ce sera un vrai danger. Y a-t-il un danger communiste à Chypre? À mon avis, il n'existe pas actuellement. Et il n'y aura jamais, s'il y aura, une amélioration économique de l'île. Mais que faut-il pour améliorer l'économie de l'île? L'aide
internationale à Chypre. De l'aide occidentale? De l'aide occidentale parce que Chypre appartient au monde occidental. Mais le gouvernement dit que la politique étrangère de Chypre est une politique neutraliste. Non, Chypre, c'est le bastion de l'Europe à Chypre. Elle fait partie du Conseil de l'Europe et c'est le dernier bastion de l'Europe vers le Proche-Orient. Mais Chypre était représentée à Belgrade au grand rassemblement des pays neutralistes. Était représentée, mais elle a parlé et elle a défendu la cause des Occidentaux. Chypre, île de toutes les contradictions. Au milieu des embûches de toutes sortes, une vie s'organise, des efforts se font. Il faut apporter de l'eau aux paysans, il faut amener l'électricité jusque dans les villages les plus éloignés, il faut combattre l'analphabétisme pour faire reculer les frontières de la faim, il faut éduquer les enfants pour assurer l'avenir. Mais dans quelle atmosphère? Chaque communauté dans son coin construit ses écoles où l'enseignement diffère. Si elle a un drapeau, Chypre n'a toujours pas d'hymne national. Un État, non pas une nation, nous disait le président Makarios. Cette séparation persistante constitue une lourde hypothèque. Pendant que sur les préaux, les écoliers font les rondes d'un folklore venu d'ailleurs, les points d'interrogation se multiplient. Chypre est-elle destinée à devenir, comme le disent certains, le Cuba de la Méditerranée, ou va-t-elle être un haut lieu du confort occidental? Pour aujourd'hui, la conclusion reste en suspens. Peu de pays au monde ont été l'objet d'autant de convoitises que cette île larguée au large de la Turquie, théâtre sanglant qui porte l'empreinte d'innombrables conquérants. Toutes les civilisations de l'histoire humaine se sont donné rendez-vous sur cette terre brûlante. À l'ombre des cathédrales transformées en mosquées et des forteresses avec leurs églises orthodoxes, deux peuples, deux communautés aujourd'hui se font face, les Grecs et les Turcs. Plus de 500 000 Grecs, moins de 100 000 Turcs. Ensemble, ils sont censés constituer la nation chypriote. Mais Cependant, les Grecs continuent à peindre sur les murs l'expression de leur nationalisme. L'énosis est rien que l'énosis. Des ombres d'autant plus inquiétantes qu'elles sont floues pèsent sur l'île d'Aphrodite. Le spectacle quotidien des hommes qui, sur les chaises des cafés, passent de longues heures à lire les journaux, à jouer aux cartes, à bavarder ou tout simplement à ne rien faire, ce spectacle peut être rassurant. Mais à le contempler, on oublie que des armes en grande quantité sont cachées, c'est-à-dire l'union avec la Grèce. Ils n'ont eu droit qu'à l'indépendance pure et simple. Entre-temps, les Turcs, poussés par les Anglais, s'étaient mis à formuler des exigences. Mais existe-t-il une recette pour fondre dans un même creuset deux communautés aussi étrangères? Pour l'heure, dans leur café, les Turcs continuent à pendre les portraits des héros de la Turquie, Atatürk en tête. Depuis 2 ans à peine, ils n'ont pas encore très bien réalisé la signification de l'aventure nouvelle. Le 1er avril 1955, une série de bombes explosait aux 4 coins de l'île. C'était le début de la lutte des Grecs contre l'occupant anglais. Pendant 4 ans, une poignée de jeunes gens qui, sous la direction du général Grivas, constituaient les Oka, allaient tenir tête à plus de 30 000 soldats de Sa Majesté britannique. Pendant 4 ans, les rues de Nicosie, la capitale, aujourd'hui gentiment animée, allaient être le lieu d'attentats et d'embuscades. Les Grecs de Chypre voulaient l'énosis. Sur cette plage sortie de l'écume est née Aphrodite. Mais Chypre, île de l'amour, sera-t-elle jamais une terre paisible?